Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette voix un petit peu enrhumée, vous voyez, donc ça va pas être forcément hyper clair tout le temps, ça va être comme ça un petit peu rauque, un petit peu jazzy, on adore. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la critique de 3 films que j'ai vus au mois de novembre. On attaque tout de suite parce qu'on a du boulot. Commençons tout d'abord par un film Netflix, Red Notice de Rawson Marshall-Turner. Un profiler du FBI se retrouve obligé de s'associer avec un des plus grands voleurs d'art du monde pour rétablir sa réputation. Une équipe haute en couleur qui va tout faire pour récupérer les œufs de Cléopâtre. Enfin, une vraie comédie d'action sur Netflix avec un rythme haletant qui ne s'arrête jamais, un Ryan Reynolds qui est plus en forme que Jaja, un scénario qui nous emmène toujours à des endroits qu'on n'attend pas et des effets spéciaux qui quand même pour un film Netflix sont franchement à la hauteur. J'ai passé un très bon moment devant Red Notice. C'est faux, c'était claqué au sol et j'ai perdu 2 heures de ma vie. Déjà 2 heures. Vraiment? Est-ce que c'est bien nécessaire tout le temps aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est cette nécessité tout le temps de faire des films qui durent 2 heures? Si ton film, il a un scénario qui tient en 1h20, fais-le en 1h20. Qu'est-ce que tu as besoin de faire genre c'est en blockbuster alors que le scénario tient sur un post-it? Outre le fait que le scénario est tellement basique as fuck que tu sais systématiquement, mais systématiquement, tout ce qui va se passer 10 minutes avant que ça se passe, genre l'histoire du petit caillou dans la prison, outre le fait qu'il y a des choses tellement illogiques que ça perd complètement en enjeu et en crédibilité, outre le fait que les effets spéciaux et la réalisation sont vraiment pas foufou, même si on ignore tout ça, ça reste pas ouf. Je pense qu'il y a un gros problème dans ce film, c'est le ton. C'est-à-dire que, à part le personnage de Ryan Reynolds qui amène tout le côté humour et tout le côté décalage, sinon tout le reste est hyper premier degré. Le personnage de Dwayne Johnson, le personnage de Gal Gadot, ils sont quand même hyper sérieux, hyper premier degré. Et je pense que le film serait largement mieux passé si il se prenait pas au sérieux et s'il avait un petit peu d'autodérision et s'il assumait complètement le fait d'être un poncif des films d'action, d'aventure et que justement il jouait un petit peu là-dessus sur les clichés, sur les codes et qu'il avait de l'humour sur le sujet. Là, c'est hyper premier degré et donc il n'y a que Ryan Reynolds et son humour à la Ryan Reynolds qui se détache un petit peu du film et comme tout est focalisé là-dessus, ça devient hyper lourd. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas un dialoguiste qui s'amuse un peu comme celui de Deadpool. Non, là, c'est pas ça. Je vais faire un petit point Ryan Reynolds et s'il vous plaît dans les commentaires ne me tapez pas, je donne que mon avis et je n'ai aucune malveillance envers ce gars-là et vous êtes complètement libre évidemment d'avoir votre propre avis et c'est même extrêmement bienvenu. Et j'aime bien ce mec-là, il me fait rire de temps en temps et je trouve qu'il a des films où il ressort un peu, mais je trouve que souvent quand même il fait du Ryan Reynolds comme beaucoup d'autres le font aussi. J'ai aucun jugement là-dessus, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur les acteurs qui a priori font toujours la même chose. Je sais pas si on peut vraiment mettre Ryan Reynolds dans ce panier-là, mais en tout cas, souvent, ces derniers temps, il a tendance à faire ce qu'on lui demande, à savoir être lui-même. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça si c'est servi par un contexte qui est intéressant, par des dialogues qui sont intéressants, comme dans Deadpool par exemple, où ça marche très bien. Là, on a un contexte qui est tellement chiant que du coup, tout est focalisé là-dessus. Ils lui ont tout mis sur le dos, le pauvre, et du coup, c'est un peu relou. Bref... pas grand chose va dans ce film et attention je ne nie pas du tout qu'on puisse passer un bon moment si on s'attend à pas grand chose devant une petite pizza mais moi j'ai vraiment pas accroché. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. Je pense qu'il faut être dans un mood aussi. Moi je vous avoue que je m'attendais à ce que ce soit pas ouf. J'avais pas envie de voir un film de 2 heures pas ouf et du coup... Je pense que ça m'a un peu mis les nerfs dessus. Mais voilà, sinon il n'est pas bien méchant, il n'est pas nul à chier non plus. Donnez-moi votre avis là-dessus et on passe au film suivant. See? Easy peasy. Passons à un autre film Netflix où pour le coup le personnage principal disparaît vraiment derrière son rôle. Tic Tic Boom est l'adaptation d'un spectacle de Jonathan Larson racontant ses débuts difficiles dans le milieu de la comédie musicale, ses rêves, ses sacrifices et sa détermination. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Déjà, j'ai beaucoup aimé le système du film, son système narratif qui est intrinsèque au récit. Oui, intrinsèque, ici on a fait filière L au bac.
intrinsèque donc au récit de base et ce système narratif là est vraiment kiffant parce que, donc je le disais à la base, Tic Tic Boom est l'adaptation d'un spectacle, un espèce de seul en scène de Jonathan Larson où il raconte sa vie et ses difficultés, etc. Et du coup ça donne dans le film un mélange entre une voix off qui va être pleine d'analyse, d'autodérision, de sarcasme et les moments où on le voit justement sur scène avec son micro dans un espèce de stand-up où il va comme ça raconter sa vie dans une scène qui fait très new-yorkaise avec des tapis au sol très simple, très basique et un décor que j'ai trouvé vraiment très joli. Et je trouve qu'entre ce système-là et la dérision qu'il y a dans les chansons du film, ça donne un côté très moderne à la comédie musicale en fait. Parce que Jonathan nous explique qu'il a une facilité folle à écrire des chansons sur tous les sujets possibles et imaginables, mais que pour son spectacle, pour le truc qui lui importe vraiment, il bloque total. Et du coup, on le voit à la fois en train vraiment de kéblo et de se casser la tête sur son taf, et à la fois en train de chanter des chansons sur des sujets aussi communs et ordinaires que un anniversaire, sa coloc ou le brunch du dimanche matin, qui est un passage que j'ai beaucoup apprécié. Et là, c'est plein de second degré, on apprécie le second degré. L'image quant à elle n'est pas toujours parfaite, mais il y a un espèce de cachet que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et au niveau des décors aussi, il y a vraiment ce mélange entre le côté très arty New York, un peu beau et délabré comme ça, qui paraît très romancé, et des moments où c'est très réaliste. Et il y a quand même par moments, surtout dans les moments où Jonathan est dans la création, des plans qui sont un peu absurdes et que j'ai trouvé magnifiques. Il y a des plans notamment dans la piscine que j'ai trouvé gueudin et vraiment ils se sont un peu cassé la tête et c'est un peu recherché. C'est pas toujours absolument nickel, mais au moins ça tente vraiment des trucs. Et ça joue, et là chaque acteur est ni médiocre ni passable mais se donne vraiment à fond, on voit qu'ils ont faim de jouer, vraiment il y a plein de guests super sympas qui interviennent dans le film et il y a des punchlines aussi qui sont vraiment bien réfléchis, on voit que c'est écrit, on voit qu'on s'est cassé la tête pour trouver la beauté de la phrase, la beauté de la syntaxe, notamment le personnage de l'agent de Jonathan qui quasiment systématiquement a des petites punchlines de l'enfer. Et parlons 2 minutes d'Andrew Garfield. Là, pour le coup, à l'inverse de Ryan Reynolds dans Red Notice, on a affaire à un mec qui disparaît derrière son personnage et qui lui donne vraiment vie. Et même si je trouve qu'il n'y a rien de mal à cabotiner et à se faire plaisir, c'est toujours vraiment très agréable d'avoir affaire à un fouineur. Andrew Garfield, il va fouiller ses rôles et essayer de chercher comment il peut disparaître vraiment pour faire briller le personnage. Et ça c'est hyper appréciable. Je trouve que entre ses choix de rôle et la façon dont il choisit de les interpréter, il laisse vraiment la place au personnage pour lui. C'est ça qui est intéressant et il le nourrit complètement. Et c'est hyper appréciable. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. J'ai pas de jugement à travers les choix de carrière des acteurs. Je trouve que ce qui est le plus important pour être comédienne moi-même et pour savoir qu'il y a tellement de façons différentes d'être épanouie dans ce métier que le principal, c'est qu'ils kiffent en fait. Moi, je parle vraiment juste du point de vue du spectateur. Sinon, il n'y a pas de jugement là-dessus, encore une fois. Et je vais finir vraiment juste sur les thématiques. Je pense qu'on pourrait vraiment en faire une vidéo complètement dédiée tant le film est riche en thématiques qui, moi, me parlent. Mais ce truc-là d'être obsédé par sa création, de disparaître dans son travail, d'être vraiment torturé et d'y mettre vraiment toute son âme, ça me parle complètement. Cette espèce aussi de dilemme entre le fait d'avoir des opportunités qui pourraient nous rendre la vie beaucoup plus facile, nous permettre de nous mettre à l'abri financièrement, et le fait de peut-être galérer beaucoup plus, mais de faire ce qui nous fait vibrer. Ce dilemme-là me parle aussi, et si je pense qu'il a pu bien me manquer quelque chose sur ce film, c'est de le voir au cinéma. Tout simplement, moi, ce film, il m'a donné envie de bosser, il m'a donné envie d'écrire, de créer et de faire de la musique, et rien que ça, c'est vraiment signe que c'est une grande réussite. Et si vous vous apercevez bien, je commence à perdre certaines consonnes. Tout ce qui est M, N, ça commence à devenir compliqué. Je vous demande de me soutenir et de rester accroché, parce qu'on passe au prochain film. Are you letting yourself be led by fear or by love? Fear! 100% fear!
Parlons enfin d'un film que beaucoup attendaient ce mois-ci, Les Éternels de Chloé Zhao, le tout dernier Marvel sorti au cinéma. Ce fameux film un petit peu controversé, qui est une tanasse à résumer parce que l'histoire est un peu compliquée, mais je vais quand même tenter parce que c'est vous, raconte l'histoire de Les Éternels. C'est une bande de super-héros dont le taf est de protéger l'humanité contre des créatures appelées les Déviants. Ils pensaient que les Déviants étaient exterminés, mais pas du tout. Ils ont une mission à accomplir et ça va pas être de la tarte, c'est moi qui vous le dis. Oui, le résumé est pas ouf, mais on fait comme on peut. Le film fait 2h37 et ça m'a un peu foutu les boules parce que si maintenant pour mater le moindre film il faut poser un RTT, ça commence à être relou. Sauf que là c'est justifié. Et oui, et je n'ai pas trouvé le temps long du tout et j'ai même passé un moment assez chouette devant le film. Et je n'y suis allée sans aucun a priori, parce que je n'avais lu aucun résumé, vu aucune bande-annonce, vu aucune critique du film. J'y suis allée vraiment vierge comme ça de toute information, et ça m'a permis d'apprécier le film sur une base complètement neutre. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur la réalisation qui est assez classique des films Marvel, c'est-à-dire qu'il y a parfois de très beaux plans, mais sinon le reste du temps, ça bouscule pas les codes non plus, mais ça fait très bien le taf et les effets spéciaux sont toujours assez impressionnants. Mais sur la durée du film, je trouve ça très bien en fait, parce qu'ils prennent le temps d'installer un contexte qui est quand même assez compliqué, vraiment une histoire qui nécessite vraiment du temps à mettre en place pour installer un univers, et du coup, le fait qu'ils prennent leur temps comme ça le rend palpable, ça le rend tangible et ça le rend crédible. Ils ne nient pas du tout l'existence des Avengers et bien au contraire, parfois ils expliquent pourquoi ils ne sont pas intervenus dans les événements des Marvel passés, ce qui est toujours appréciable parce que quand on voit un film comme ça de super-héros, des fois on se dit attends mais c'est pas dans le même monde que Iron Man ou Batman ou Superman, etc. Qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi ils interviennent pas? Là, on a un peu l'explication. L'histoire ne nous prend pas pour des cons. Ils ont quand même bien géré le fait d'avoir autant de personnages, ce qui pouvait faire un peu peur au début parce qu'il y en a tellement que tu te dis, allez, il y en a qui vont passer à la trappe. Et là, quand même, non. Pour la grande majorité, ils ont tous leurs propres enjeux, leurs propres difficultés, leur propre complexité. Et ça les rend très attachants en fait. Et ils sont tous hyper différents. Et parlons-en. On va pas se mentir, le film est, surtout pour un Marvel, hyper inclusif. On est d'accord, c'est du marketing. S'agirait pas de nous prendre pour des pigeons quand même. Mais oui, même si c'est marketing et que ça pue le fric, et ben pour une fois, c'est fait de manière hyper cool parce que c'est normalisé. Les couples sont normaux, la mixité est normale, le handicap est normal, et c'est mis là-dedans sans relever quoi que ce soit, juste c'est la vie et c'est comme ça. Et je trouve ça hyper important parce que pour moi, c'est une nécessité de faire entrer ça dans la culture et dans la pop culture, sauf qu'il faut le faire de manière habile pour pas renforcer les clichés et pour en parler de manière intelligente, inclusive et normale, parce que tout ça est normal. Il y a quand même quelques points négatifs évidemment, déjà le fait que c'est quand même hyper prévisible. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de regarder les films et donc de déceler certains trucs dans les scénarios, mais je suis pas Einstein, hein, ça se saurait, donc je pense juste que c'est prévisible. Les morts, tu les vois venir tellement avant que c'est vrai que ça perd un petit peu en enjeu. Le twist, à un moment donné, il y a un espèce de twist. C'est pareil, dès que le personnage apparaît à l'écran et qu'il commence un peu à s'exprimer, bon bah tu le sens venir. Et pour deux autres points négatifs, je vais un petit peu spoiler, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous dis au revoir tout de suite parce qu'ensuite ce sera la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien à dimanche dans 2 semaines pour un super live. Revenez dans 2 semaines, ça va être incroyable. Pour les autres, on attaque les spoils. Attention, ceux qui veulent pas être spoilés, fuyez pauvres fous. Quand on voit apparaître le personnage de Jon Snow, de Kit Harington, on se doute que ça va pas être juste le boyfriend de base, parce que sinon ils auraient pas pris Kit Harington. Donc on se doute que ça va être quelque chose de plus. Là aussi, on le sent venir. Et un truc que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est la mort d'un personnage qui a été hyper vite expédié. Jack, la meuf, elle est censée être la première éternelle, la plus puissante, la go la plus badass de tout le groupe. Et la meuf, elle meurt en 47 secondes. On aurait eu envie d'avoir là un combat un peu épique où vraiment elle meurt, d'accord, mais de façon un peu mythique, un peu là vraiment elle se fait bolosser en 30 secondes par les déviants.
Et je sais pas, je pense que Salma Hayek méritait mieux, que ce personnage méritait mieux. Et ça me permet quand même de finir la critique sur cette phrase, et je n'en suis pas peu fière. Je trouve que Hey Jack est parti trop tôt. Je vous laisse 30 secondes pour celle-là. Si, c'est drôle. Si, c'est un peu drôle. Je vais me faire démonétiser, mais ça vaut le coup. Hello. Voilà, merci à tous, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en likant en masse la vidéo. Abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Mais ne partez pas. Le dimanche où je sortirai ma prochaine vidéo, qui est donc dimanche 12 décembre, ce ne sera pas une vidéo comme d'habitude et le rendez-vous ne sera pas à 18h30 mais à 20h pour un live spécial Noël avec plein d'invités. Ça va être trop cool. Je vais avoir besoin de vous, notamment sur Instagram. Avant le live, je vous poserai des petites réponses et on en parlera pendant le live. Donc n'hésitez pas à venir, je pense que ça va être vraiment hyper cool. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et bien sûr, passez une bonne fucking journée.